Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Merci, monsieur, d'être venu. Alors, ce soir, pourquoi parler de Jules Barni? Je crois que tous les Aménois connaissent bien sûr le nom de Jules Barni, mais si on les interroge, peu savent qui il était. Or, Jules Barni fut quelqu'un, je crois, de très important, puisqu'il a contribué avec d'autres, il n'est pas le seul, bien sûr, à définir, à conceptualiser l'idée de république, et non seulement à faire ce travail de conceptualisation, mais également à aider à l'instaurer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la République que nous croyons pratiquement française, certains disent même que c'est la France qui est républicaine, bien, dans le fond, on a été institué en France vraiment qu'à, vous savez tous, à une voix de majorité en 1875 et sur la base d'ailleurs d'une méprise sur le nom République. Il a fallu toute l'ingéniosité de gens comme Gambetta, etc. pour saisir l'occasion. C'est vrai qu'on les appelait les opportunistes, le sens n'est pas le sens péjoratif que nous donnons maintenant à ce terme, pour effectivement réussir à installer la République. Avant eux, elle ne fut, dans le fond, la République qu'une idée. Une idée qui faisait partie de notre imaginaire politique. Je tiens beaucoup à cette expression d'imaginaire politique, c'est-à-dire, nous avons tous un imaginaire politique à une époque. C'est un ensemble de propositions, bien, qui, effectivement, ouvrent sur des possibilités, un horizon de possibilités, bien sûr, certaines vont réussir, d'autres non. Et c'est vrai que si on se situait en 1870, la République n'était qu'une idée à côté d'autres. Il y avait les légitimistes, les orléanistes, il y avait... Bon, je vais arrêter là, de toute façon, après je parle de ce que je ne connais pas. Donc il vaut mieux s'arrêter là. Alors, voilà. Donc, maintenant, je me posais la question, comment aborder, effectivement, Jules Barni? Alors, je pouvais le faire en essayant précisément de le resituer dans ce courant de pensée dont je vous ai parlé, parce qu'il n'était pas le seul. Là, il y a un gros travail qui a été fait, je crois que beaucoup ici le connaissent, le travail de Claude Nicollet, qui s'appelle « L'idée républicaine en France de 1792, je crois, à 1920 », je me trompe peut-être, mais voici les dates. C'est un gros travail. J'aurais pu essayer d'ailleurs de, comment dirais-je, c'est un peu prétentieux, mais de le compléter, parce que je crois que lorsqu'il parle de Jules Barni, il manque un peu ce qui a fait l'originalité de ce penseur, ce que je voudrais ici d'ailleurs indiquer, mais j'ai choisi une autre piste. Une autre piste, c'est après tout de se demander, mais que peut encore nous apprendre Barni sur notre propre société? Et même, vous voyez bien, essayer en quelque sorte de lire Barni à partir de notre société et de lire aussi notre société à partir de Barni. Adopter, si vous voulez, un regard un peu réflexif, un peu, effectivement, bien sûr, un peu plus complexe et surtout un peu plus engagé. Bien. Puisque je crois que nous sommes dans une période qui est assez trouble, disons, il y a, je dirais, presque une cacophonie. Vous savez bien, on parle d'un essoufflement de la démocratie, on parle, n'est-ce pas, de populisme, on parle de démocratie illibérale, on parle encore de séparatisme, on parle même de wokisme. Tous ces termes, il faut reconnaître que ce n'est pas très clair, il y a toute une littérature là-dessous. On ne sait pas trop de quoi on joue, de quoi effectivement il retourne. Or, je vais essayer de voir peut-être qu'avec Jules Barni, on pourra apporter en tout cas un éclairage. Bien entendu, je dis tout de suite, mon propos ne sera pas neutre, mais je ne crois pas à la neutralité. Mais je crois en revanche à l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire, n'est-ce pas, tout ce qu'on avance doit être argumenté, documenté, et bien sûr pour ouvrir au-delà de toute, comment dirais-je ici, de toute dispute vaine, une véritable discussion. Donc voilà, si vous voulez, mon préambule. Alors, bien sûr, commençons par présenter l'homme. Il n'y aura pas beaucoup de photos, je sais que certains vont être déçus, bien, mais comme ce sera assez conceptuel, bon, enfin quand même, il fallait que vous voyiez Jules Barni, le voici. Bon, alors, l'homme, il est né en 1818, il est né à Lille, pas à Amiens, une petite déception peut-être, mais il rejoint Amiens à l'âge de 3 ans avec ses parents d'ailleurs qui étaient d'origine italienne, des immigrés comme un quart des Français,
bon, issu de l'immigration, bon, et puis il fait ses études brillantes à Amiens, au Collège Royal. Alors j'ai une photo du lycée, je ne sais pas si c'était le Collège Royal, photo du début du siècle, oui, c'est moi qui suis responsable. Patientez un peu, excusez-moi. Eh bien, donc au Collège Royal d'Amiens. Ensuite, il finit ses études à Paris, brillantes. Il est admis à l'école normale. Et là, il se perfectionne dans la langue allemande et s'intéresse beaucoup aux philosophes. Nous en parlerons nécessairement. Kant, bien, qui est peu connu encore en France, hein, peu connu, peu traduit. D'ailleurs, il n'y avait qu'une traduction mauvaise de la critique de la raison pure. Bien. Et il est fasciné par Kant, pas fasciné, intéressé par Kant, bien, au point qu'il se donne comme mission de traduire Kant, non seulement de traduire, de le commenter, mais même d'appliquer la philosophie de Kant, la philosophie politique républicaine de Kant. Bien. Alors, Kant éclate la révolution de 48. Bon, il est enthousiaste, évidemment, il adhère à l'idée républicaine. D'abord, il est appelé par le comité central républicain d'Amiens pour poser sa candidature d'abord aux élections de la Constituante en avril 1948, échec. Il se représente l'année suivante aux législatives, échec. Ça commence mal pour lui. Mais il fonde dès 1848, avec un autre philosophe qui a participé également, fut même ministre important de la République, la Troisième République, Jules Simon, la Société démocratique des libres penseurs. D'après l'historienne Jacqueline Alouette, c'est l'une des premières apparitions de ce terme, de ce qu'on appelle donc les libres penseurs. Bien entendu, libre penseur, c'est un mot courant, mais pris comme mouvement des libres penseurs. Précision tout de suite, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas du tout un mouvement irreligieux. D'ailleurs, les premiers libres penseurs étaient surtout des protestants, les protestants libéraux, eh bien, beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça remonte à une vieille tradition, si on remonte, ce qu'on appelait au XVIe siècle les libertins. Bon, ça avait le sens des libres penseurs. Hein. Bon, voilà. Alors, il est le président de cette association. Et puis, après le coup d'État, vous savez qu'en 1951, il y a le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III. Il refuse de prêter serment à l'empereur, ce qui fait que ça lui bloque effectivement sa carrière, qui devait être brillante, qui s'annonçait brillante, sa carrière universitaire. Et puis, il va vivre d'expédients, c'est-à-dire de leçons qu'il va donner, de conférences qu'il donnera à Bruxelles, bien sûr en France. Et pour des raisons de santé, il va partir ensuite en Suisse. Bon, il va rejoindre beaucoup d'exilés pour être garquiné. Il y a toute une intelligentsia française qui était en exil, hein, à Londres, à Bruxelles, effectivement en Suisse, surtout en Suisse, pays qui était accueillant pour les républicains. C'était déjà l'idée d'une république. Bon. Et le Conseil d'État lui propose de donner, et l'Université de théologie lui propose de donner des conférences, bien des leçons, ce qu'il fera. Et l'essentiel d'ailleurs de ses publications sont ces leçons qu'il a données. C'est essentiellement donc un enseignant. En revanche, bien entendu, il continue toujours de traduire Kant, d'éditer Kant, ça c'est sa mission, vous voyez bien. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il reste très connu dans le milieu des professeurs de philosophie qui ne savent pas peut-être qu'il fut ministre, il n'a pas été ministre, qu'il fut un homme politique important, mais ils savent tous qu'il fut traducteur de Kant, puisque comme moi, la première fois que j'ai découvert Kant dans la critique de la raison pure, c'était dans la traduction de Jules Barny. Autre chose importante, c'est qu'en 1867, il est co-créateur de l'Association internationale pour la paix, un des premiers mouvements avec une vision cosmopolitique. Bien. Alors, il a même pour objet, n'est-ce pas, la création d'États-Unis d'Europe et une vision beaucoup plus à long terme, puisqu'il s'agit pratiquement déjà d'une préfiguration de ce que nous appelons maintenant l'ONU, eh bien, vous voyez, une organisation mondiale des États sur des principes républicains. Bon, pour cela, il ne fait aussi que suivre une voie kantienne, puisque Kant a écrit quand même, d'une part, un projet de paix, et puis aussi idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Textes qui sont encore commentés, lus de nos jours. Bien. Alors, à l'annonce de la proclamation de la République, le 4 septembre 1870,
Il rentre en France, il vient à Amiens, et on connaît l'épisode célèbre, où je vais vous montrer quand même quelques photos, je dis qu'il y en avait peu, mais je ne vais pas... Là, c'est la proclamation de la République, vous voyez bien, à l'hôtel de ville de Paris. Ici, c'est effectivement la foule rassemblée devant l'hôtel de ville de Paris. Là, c'est une fois, je vous laisse, Gambetta. Bon, voilà, vous connaissez l'épisode. Gambetta qui quitte Paris assiégé, et Gambetta atterrit à Amiens, où il est accueilli, bien sûr, par les Républicains, dont Jules Barny. Il propose d'ailleurs à Jules Barny de l'accompagner à Tours, ce que Jules Barny accepte. Il lui propose également d'avoir une responsabilité au niveau de l'éducation. Il refuse. Jules Barny restera toujours très modeste, vous voyez bien. Il refuse, mais il le suit à Tours, où là, il va diriger le bulletin de la République et il va publier effectivement certains articles qui ont été réédités, rassemblés dans des recueils. Alors, il est enfin présenté comme candidat à par l'Union républicaine de la Somme, et il est élu député en 1871. Bien. Il va siéger effectivement à l'Assemblée nationale, bon, dans des commissions, bien sûr, vous devinez, pour l'enseignement, puisque ce sera une grande mission, l'enseignement, des républicains de l'enseignement, et il sera notamment d'un projet effectivement d'organisation de système scolaire. Alors, il sera d'ailleurs également membre du conseil municipal de la ville d'Amiens, conseiller municipal. Il va instituer une fête des écoles, à vrai dire, il le fait voter en 1876, mais elle sera, la première fois, après sa mort en 1780, bien, en 1778, pardon, 1878, et il contribue également à Amiens, toujours, à la création d'une caisse des écoles pour favoriser la tenue de cours publics. Et je signale tout de suite aussi que les instituteurs ont eu une augmentation de leur salaire assez substantielle. Bon, il faut le signaler. Déjà, à l'époque, on parlait de cela. Alors, j'ai posé la question, ça m'a surpris, comment un conseil municipal pouvait-il augmenter les salaires des enseignants s'il y avait des conseillers municipaux aussi? Bien, peut-être que je leur donnerai cette idée-là, mais Bruno Pousset, qui ne peut pas être là, m'a donné la réponse, hein, c'est un historien, et il m'a dit que les enseignants étaient payés, effectivement, par les municipalités. Donc, ça pouvait se faire. Alors, en gros, la carrière politique de Jules Barny ne fut pas indigne, vous voyez bien ici, mais elle ne fut pas non plus, eh bien, elle ne brilla pas, hein. Et comme le dit son biographe et élève Dide, eh bien, il lui manquait effectivement à la fois les défauts et les qualités pour être un bon homme politique. Les défauts, il n'était pas ambitieux. Bon, les qualités, ce n'était pas un bon orateur. Bien sûr, comparé à Gambetta, les discours de Gambetta et de Jules Ferry, qu'on allait écouter à l'Assemblée nationale, évidemment, bien, c'était pas comparable. Enfin, c'est difficile d'être à la hauteur de ces gens-là. Bon, alors, question qu'on peut se poser maintenant, je vous ai dit qu'il était traducteur, commentateur, et puis mis en pratique de Kant. Qu'a pu retenir, eh bien, Barny de Kant? Je veux dire, quel est, n'est-ce pas, ici, ce qu'il a trouvé de si précieux chez Kant, au point de consacrer une grande partie de sa vie. Alors, pour répondre à cette question, je vais être obligé là, de donner une idée quand même de ce qu'est la philosophie kantienne. Alors, excusez-moi, mais ce sera assez conceptuel. Je vais essayer de le faire brièvement. Bon, la légende veut que Napoléon ait demandé à celui qui passait pour être le spécialiste de Kant. Il lui a dit, je vous donne un quart d'heure pour expliquer la philosophie de Kant. Donc, je dois faire à peu près la même chose que Napoléon, mais, enfin plutôt que le commentateur de Kant, et vous... essayez d'être Napoléon. Bon, voilà. Alors, eh bien, pour y répondre, il faut poser. Il faut prendre des choses de haut. Il faut poser la question, mais quelle est, la question que sont posées tous les philosophes, dans le fond, quelle est la plus haute destination de l'homme? Quelle est l'humanité? Moi, ça réaliste, vous allez me dire, une question, effectivement, réelle. Eh bien, jusqu'à Kant, jusqu'à la critique de la raison pure, en 1780, une grande coupure, pour répondre à cette question, on pensait qu'il fallait penser par une connaissance de la totalité de ce qui est pour voir quelle était la juste place
de l'homme, et à partir de là, régler sa vie. Voilà, on va vous dire comment, effectivement, il faut régler votre vie. Bien. Bien sûr, ce qui présuppose une chose, c'est que l'être humain a un rapport avec, effectivement, ce cosmos, la totalité du monde. Vous voyez bien. Or, pour donner un exemple, vous le savez tous, je vais dire subi, mais écoutez attentivement, j'espère, ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Vous savez bien, nous sommes dans une caverne, nous ne voyons que des ombres, des réalités, etc. Il faut sortir de cette caverne pour voir la réalité et puis ensuite régler sa vie en fonction de cette réalité. Bon, ce que fait faire Platon, la République, il veut même créer un État politique qui sera effectivement selon l'ordre des choses, ce qu'il appelle juste. La justice, c'est l'ordre cosmique. C'est bien cela, vous voyez bien. Bon, on est du côté du monde. Bien. Or, de même, cela suppose que nous ayons un rapport, effectivement, avec ce monde privilégié. Bon, vous avez tous entendu parler aussi, parfois sans trop savoir de quoi il retourne, de ce qu'on appelle, eh bien, la réminiscence. Connaître, c'est se rappeler, sous-entendu. Si connaître, bien sûr, c'est une image, hein, il ne faut pas la prendre à la lettre, c'est une image. Si connaître, c'est se rappeler, c'est que notre esprit a un rapport originaire avec l'être, de même nature que l'être, et donc quand nous connaissons, nous remontons à notre origine et en même temps à ce qui est. Bon, voilà un peu. Mais ça, c'est une idée qu'Aristote, d'une autre manière, le reprend. Je ne vais pas faire un cours de philosophie ici. Bien, oui, ça, c'est le réflexe du professeur qui revient. Bon, alors, justement, Kant rompt avec, effectivement, cela, et c'est toute la critique de la raison pure, en montrant que nous n'avons pas de rapport originaire du tout avec l'être. Que toute connaissance suppose ce qu'il appelle des conditions subjectives. Vous voyez bien, nous n'accédons aux choses qu'à travers des conditions qui sont du côté du sujet, bien qu'il appelle transcendantal, c'est le terme qui paraît obscur comme cela. En gros, vous voyez bien, d'ailleurs la science, je crois qu'il y a ici Robert Bouzera, nous dira, on ne pourra pas dire le contraire, la science, eh bien, n'atteint que les objets qu'elle construit. Eh bien, cette construction d'objets, ce qu'on appelle, Kant appelle ça des phénomènes, eh bien, phénomène, phenomenon, c'est ce qui apparaît, eh bien, en revanche, nous ne pouvons pas connaître ce qu'il désigne comme étant la réalité en soi, il appelle ça nous-mêmes, mais c'est un mot grec, nous, ça veut dire l'esprit, la connaissance, le nous. Eh bien, nous ne pouvons pas connaître, on peut le penser, mais on ne peut absolument pas le connaître. Notre connaissance, vous voyez, est effectivement limitée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'objectivité, ce n'est pas du scepticisme du tout. Hein. Bien, ça veut dire que l'objectivité se trouve désormais du côté de la communication, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'universalité. D'ailleurs, tout homme de science, vous savez bien ce qu'il fait, quand il fait une découverte, il la publie dans une revue. Dans cette revue, les autres vont vérifier si effectivement le protocole est bien respecté, etc. Et voilà ce qu'on appelle la vérité. Vous voyez que la vérité change de sens. Ou alors, autre manière de présenter les choses, pour bien comprendre la rupture, vous voyez bien, ici, c'est que le mot théorie, c'est un mot grec, théoria, a changé complètement de sens. La théoria, pour un grec, ça veut dire, ça vient d'un verbe qui veut dire voir. C'est effectivement la théoria, c'est la vue même des choses. La vie d'ailleurs qu'on dit théorétique, où on voit effectivement la réalité en soi. Désormais, vous savez bien que théorie, c'est un système qui part effectivement de principes, d'où on déduit effectivement. Vous voyez bien, c'est du côté du sujet. Vous voyez bien que Kant passe pour être le philosophe de la modernité, parce qu'il place le sujet, effectivement, au centre bien du monde. Le sujet est qu'on approche de Bermude, rassurez-vous. Le sujet est la République, que l'on passe effectivement donc au centre. D'ailleurs, Kant prétend avoir fait lui-même une révolution copernicienne. Vous savez, comme Copernic qui a changé le Soleil, ce n'est plus le Soleil qui tourne la Terre et l'inverse. Lui, il dit, autrefois, on tournait vers l'être, vers ce qui est le sujet était orienté. Désormais, c'est au contraire du côté du sujet. Vous voyez, la subjectivité qui devient quelque chose de central. Alors, du coup, la question de la destination de l'homme, de l'être humain, je ne vais pas dire l'homme, parce que je vais avoir des ennuis ce soir, donc de l'être humain, la destination de l'être humain change de sens. Où l'homme va-t-il réaliser son humanité? Eh bien, vous savez, c'est du côté, changement total, du côté de la morale. Vous voyez déjà, Barnier écrit, son livre le plus célèbre, c'est La morale dans la démocratie. Vous voyez bien. Bon, c'est du côté de la morale. Alors, tout de suite, oui, tout de suite, précision,
Tout professeur de philosophie le sait, il a dû se battre avec ses élèves, il n'y a pas de morale kantienne. C'est pas vrai quand il n'y a pas du tout, il ne fait pas une nouvelle morale, une énième morale. Il part même du principe que toutes les morales sont d'accord. Elles sont d'accord sur l'essentiel, et vous le savez, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas convoiter la femme de son voisin. Ça veut dire les 10 commandements. Toutes les morales sont d'accord. Elles se distinguent simplement sur une chose, c'est sur le mobile. Le mobile, effectivement, qu'elles accordent à l'accès. Or, c'est là que le bas blesse. Vous allez voir pourquoi. C'est là que le bas blesse. Bien. Bien, les morales démonistes, c'est le bonheur, pour atteindre le bonheur, mais sur quel moyen ça peut soit chercher le plaisir, Épicure, soit la vertu, parce que la vertu permet effectivement d'avoir une liberté intérieure et nous sommes indépendants de toutes les circonstances. Vous avez mais sur le stoïcisme, je rappelle les choses que vous connaissez, bien, et puis on pourra continuer. Donc, vous voyez bien ici, sur le mobile. Or, précisément, Kant parle tout de suite dit par des morales, mais il parle de la conscience morale commune, tout simplement. La conscience morale commune. Il dit, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Réfléchissez un peu. Quand vous agissez moralement, qu'est-ce que vous faites? Agir moralement, c'est uniquement vouloir une chose, c'est un mot moral. C'est vouloir, je ne tue pas parce que je ne dois pas tuer. Si vous ne tuez pas parce que vous avez peur d'être pris, parce que dans le fond, vous n'êtes pas courageux, vous n'agissez pas moralement. Vous n'agissez moralement que si, effectivement, vous ne volez pas parce qu'il ne faut pas voler. Une action, vous voyez, totalement désintéressée. Bon, alors bien sûr, la question que va se poser Kant, à partir de là, d'où vient donc cette loi? Écoutez, vous réfléchissez sur vous-même, reprenons même un même exemple. Je peux très bien empêcher quelqu'un de voler, eh bien, tout simplement en mettant des caméras, en surveillant, etc. Ou tout simplement en lui faisant peur par l'éducation, vous savez bien, ou lui faire peur de l'enfer, si tu voles, tu iras à l'enfer, etc. Bon, il ne volera pas. Quand on dit il n'agira pas par devoir, il agira simplement conformément au devoir, mais pas moralement. On agit moralement quand il y a un seul moment où on dit mais je ne vais pas voler parce qu'il ne faut pas voler. Vous voyez bien. Et d'où vient la loi? Dans le fond, dit Kant, elle ne vient que du sujet lui-même. C'est nous-mêmes qui nous posons la loi. Vous voyez bien. Ce qu'il appelle l'autonomie de la volonté. C'est l'autonomie de la volonté qui est au fondement, effectivement, de toute morale. Bien sûr, les morales ne sont pas comprises. C'est pourquoi elles ont eu besoin de se donner des mobiles, etc. Mais voilà quel est le fondement de toute morale. Or, c'est ça, bien sûr, que va redire Barny. Parce que derrière, il y a autre chose. C'est que dès qu'il y a cela, vous voyez bien, nous avons une relation à autrui qui est même déjà pré-politique. Puisqu'ici, je dis effectivement que je ne dois pas voler parce qu'il ne faut pas voler. J'érige mon intention en une loi qui vaut pour moi, mais pour autrui, d'emblée. Il y a donc une relation intersubjective qui préexiste même, qui est pré-politique, vous voyez bien. Vous verrez la différence avec le néolibéralisme. Bien, vous verrez un libéralisme, parce que l'idée, c'est de montrer qu'il y a un libéralisme, bien sûr, politique, et celui de Barny. Il y en a aussi un autre. Enfin, ce sont des, je dis tout de suite, hein, ce sont des idéaux types. Il y a plusieurs types de libéralisme économique, il y a plusieurs types. Bien sûr, mais je donne là l'idéal type, bien entendu. Bon, alors, oui. Donc, où j'en étais? Ah oui, à force de faire l'autonomie, oui. Suppose, vous avez bien, une relation à autrui. Et quelle est cette relation à autrui? Ben, cette relation à autrui, c'est que lorsque vous dites « je ne volerai pas parce que je ne dois pas voler, parce qu'il ne faut pas voler », dans le fond, vous considérez autrui, non pas comme un moyen, mais toujours comme une fin. Et vous-même, d'ailleurs. Vous-même. Vous voyez, il se peut que vous êtes dans une boutique, ça arrive à tout le monde, que vous soyez tenté, n'est-ce pas, de chaparder quelque chose. Bon, dans le fond, vous-même, vous considérez comme un moyen par rapport à un désir qui est le vôtre, votre désir, vous laissez. Bon. Et puis, vous considérez le vendeur comme un moyen pour satisfaire un de vos désirs. Donc, vous voyez, vous considérez autrui comme moyen et non pas comme une fin. C'est-à-dire comme ayant, dira Kant, mais Barny dira toujours cela, comme ayant une valeur en soi, comme étant non instrumentalisable. Vous voyez bien. Je ne peux pas l'instrumentaliser. Bien. Alors, voilà donc ce que retiendra, bien entendu, Barny. Bon,
qu'il existe donc, vous voyez, une relation pré-politique où les hommes sont liés par des liens de, non pas de moyen à fin, mais uniquement de fin à fin. Alors vous me direz bien entendu, mais c'est complètement illusoire, parce que dans le fond, bon, toujours l'exemple suivant, vous allez chez le boulanger, vous savez, vous êtes poli, je sais. Bon, vous dites bien sûr, s'il vous plaît. Vous dites merci en partant, en disant s'il vous plaît et merci, faites comme s'il aurait très bien pu ne pas le faire, comme si c'est lui qui a accepté, voyez bien, de donner, de vendre le pain, etc. On dit, mais enfin, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est faux, bien entendu, bien, parce que la morale, effectivement, est un devoir-être, elle ne se situe pas du côté de ce qui est, mais du devoir-être, c'est une exigence, bien. Et puis, bien sûr, Kant sait très bien que même si la morale, c'est parce que d'abord, nous avons des relations entre autrui de moyens à fin, ce que demande seulement la morale, c'est d'exaucer, en quelque sorte, cette relation en une relation qui est supérieure, qui est une relation entre conscience. Oui, donc bien entendu, il ne s'agit pas d'idéalisme, n'ayez pas peur, d'illusion, etc. Mais c'est dans le fond ce que vous savez, je crois, très bien. J'espère que vous êtes convaincu par ça, puisque c'est quand même quelque chose de décisif, et quand vous direz merci maintenant, vous saurez pourquoi. Il faut peut-être apprendre aux enfants, d'ailleurs, que si on dit merci, ce n'est pas du tout mécaniquement, mais parce que derrière, il y a effectivement un sens. Bien. Alors, oui, j'ai oublié de... Ça ne fait rien. Alors, voilà. Ce qui implique aussi, maintenant, quelques remarques pour montrer que tout ce qui vient d'être dit ici peut paraître déjà assez abstrait. Forcément, on va dire quel rapport avec la politique assez abstrait, peut montrer que, dans le fond, ce n'est pas le cas. D'abord, voyez bien, avec la conceptualisation que Kant fait de la morale, et que Barnier reprendra, mais Barnier et les républicains, vous allez voir, derrière il y a l'idée républicaine, vous allez voir. Eh bien, il y a quand même l'idée que la morale, dans le fond, eh bien, peut être libérée de tout dogme. De tout dogme. Il n'est pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir un dogme quelconque, religieux, etc., pour qu'il y ait une morale. Il existe une morale qui est effectivement, je dirais, commune, vous voyez bien. Ce qui viendra l'idée, bien sûr, d'une morale laïque. Vous savez très bien, il y a un historien ici, n'est-ce pas, de l'école, c'est très bien tous les combats que les républicains ont dû mener pour avoir, au moment de décision de l'école effectivement gratuite, et surtout d'un enseignement civique et moral, tout le débat, n'est-ce pas, c'était refusé, parce qu'une morale, ouais, c'était un gros combat, c'est ça qu'on refusait effectivement. Beaucoup d'anti-républicains qui venaient souvent d'un milieu religieux, etc. Bien, et il a fallu se battre pour cela. Et même tout le débat avec Jules Simon, vous voyez bien, qui lui voulait qu'on mette avant les devoirs envers Dieu. Bien, alors que d'autres voulaient qu'on les mette à la fin, pour les supprimer ensuite. Vous voyez, l'idée donc déjà de laïcité qui est derrière, qui apparaît derrière. Donc tout ça n'est pas neutre. De même, n'est-ce pas, nous voyons effectivement que la conceptualisation que fait Kant de toute morale, met l'accent non pas sur le contenu de l'action, mais elle a uniquement comme critère, vous voyez bien ici, la règle. Puisqu'effectivement, lorsqu'on dit « tu ne voleras pas parce qu'il ne faut pas voler », vous voyez bien, c'est uniquement la règle que l'on se donne. Il y a même un principe rationnel derrière, c'est la non-contradiction. Parce que dans le fond, quand vous dites vous acceptez de voler, vous accordez une exception pour vous, vous voyez bien. Parce que vous ne pouvez pas vouloir qu'il y ait une loi et il faut voler. Vous ne pouvez pas. Puisque si cette loi était effectivement effective, ben, il n'y aurait plus de propriété, vous ne pourriez pas profiter d'une liberté. De même, mentir. Vous ne pouvez pas dire mon intention de mentir, je vais en faire une loi universelle. Vous ne pouvez pas. Puisque si ça devient une loi universelle, il n'y a plus de confiance, on ne peut plus profiter d'une confiance. Donc tout le monde veut effectivement la loi morale. C'est-à-dire qu'il y a la raison, c'est ce que découvre Kant, bien sûr, la raison à l'homme. Mais voyez très bien qu'il y a aussi, mais Barnier reprendra ça, hein, vous verrez,
Mais il y a aussi, en même temps, vous voyez bien, une dualité en l'homme, puisque nous sommes ces êtres naturels particuliers, nous sommes bien sûr tentés. Bon, voyez bien, et donc il y a toujours ce conflit, n'est-ce pas, que nous avons. Et bien sûr, là, vous voyez bien, on voit apparaître ce qu'on appelle une morale de la conscience. C'est seule la conscience, on ne dit pas le contenu, on dit la règle seulement. La règle qu'il faut suivre. Et c'est donc bien sûr la liberté de conscience. Vous voyez bien que tout cela a des impacts, a effectivement de l'importance. Alors, également, la théorisation de Kant. Alors, je dis Kant, mais je peux dire Barny ici. Je peux dire Barny, puisqu'il adhère totalement à cela. Il adhère totalement à cela. Donc je dis Kant, mais je peux dire Barny. Eh bien, s'oppose à deux autres conceptions concurrentes, qui sont d'ailleurs encore très en vogue. Hein. Vous allez voir seulement, il y a trois conceptions de la morale. En gros, hein, ce sont des types, évidemment. Ce sont des types. D'abord, il y a les morales du sentiment. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le care, le soin. Celui-là, on en parle beaucoup. Le soin, qui repose effectivement sur une conception de la sympathie, d'une liaison entre l'un des individus, etc. Et une autre, qui est la morale qu'on appelle utilitariste. Les morales utilitaristes, où on dit les utilités. Toutes les conceptions économiques, bien sûr, est fondée sur cette conception utilitariste, puisque c'est en suivant l'utilité, c'est-à-dire son intérêt, bien sûr, on peut dire aussi l'intérêt collectif, effectivement, qu'on va effectivement pouvoir en retirer un certain bénéfice. Il y a là aussi une raison qui est à l'œuvre, mais ce n'est pas une raison ici au sens de Kant, hein, c'est une raison qu'on appelle instrumentale, raison instrumentale. Alors, là, vous voyez bien ici, c'est l'utilité personnelle qui est le moteur. Bien, autrui du même coup peut devenir un allié, un concurrent. Et vous voyez bien la concurrence. L'individu isolé possède des droits et, bien sûr, ce qu'il doit faire, c'est bien mieux réussir. Et bien sûr, c'est la réussite qui est effectivement le preuve du succès, qui est effectivement que c'est bien. Bon, pour prendre un exemple, hein, la mondialisation est vue par certains comme étant effectivement bénéfique. Pourquoi? Puisque la mondialisation libère de toutes les entraves des frontières, permet une plus grande concurrence. Bien sûr, nous savons tous, on entend régulièrement, il y aura bien sûr les gagnants de la mondialisation, il y aura les perdants, et comme on dit, peu importe, les perdants en bénéficieront, puisqu'il y aura du ruissellement. Bon, vous voyez qu'autrui peut être considéré là une relation qui est tout à fait différente. C'est pourquoi il y a effectivement ici un enjeu. Alors, on dirait là, pour l'instant, on a parlé de la morale, maintenant, oui, ça se casse. Voilà, la morale, on va passer quand même à la politique. Alors, tout de suite, bien, on peut constater, vous avez pu le faire vous-même d'ailleurs, qu'il existe quand même une analogie très facile à voir entre effectivement cette conception, enfin pas une conception de la morale, cette conceptualisation de la morale, bien l'autonomie de la volonté, bon, et puis bien sûr une forme politique qui est bien sûr la démocratie. C'est ce que tout de suite dit Barny. La démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est le self-government, c'est l'expression qu'il emploie régulièrement, c'est le gouvernement de soi-même, bien, et donc, vous voyez bien, la démocratie, eh bien, dans le fond, correspond bien à cette idée. Mais attention, c'est une idée, non pas au sens banal du terme. Une idée, c'est quelque chose que l'on pense rationnellement et qui a donc une objectivité qui s'impose. Ce n'est pas une idée au sens, un caprice qu'on peut prendre, accepter ou non. Il a une propre nécessité. Bon, donc la démocratie, vous voyez bien, devient un régime qui possède sa propre nécessité. Vous allez me dire, et la République là-dedans? Ben, la République a lié aussi, puisque nous avons vu qu'agir moralement, c'est se donner une loi qui a une valeur universelle, qui vaut en même temps pour tous l'idée du règne de la loi. Bon, et nous retrouvons bien sûr le légalisme républicain, vous connaissez, la République, c'est quand même le règne de la loi. Vous voyez bien qu'il y a là une analogie. Alors, qui implique aussi autre chose. Ça implique, vous voyez bien, ce qu'on appelle le suffrage universel, puisqu'effectivement, je suis dit par l'autonomie de la volonté, autonomie de la volonté, je n'obéis qu'à une loi que je me suis moi-même donnée. Vous voyez bien que le suffrage universel s'impose comme étant une nécessité, et non pas, encore une fois, nous sommes dans l'ordre ici d'une pensée rationnelle. Hein.
Ce n'est pas du tout des propositions que nous faisons, il y a là une véritable déduction. Et vous savez que les républicains feront du suffrage universel un marqueur, sera un marqueur, puisqu'il y aura même tout un débat, n'est-ce pas? Même c'est problématique, vous verrez après que c'est problématique, et que c'est pourquoi Bernie va écrire tout un livre pour essayer, mais je ne vais pas anticiper, Vous avez ici donc, voyez bien, donc le suffrage universel, vous savez son principe, un homme, une voix, bien, un homme, une voix, on ne pèse pas les voix, on les compte. Les compter, ça veut dire, n'est-ce pas, on ne tient pas compte de différences. Les différences, vous les connaissez, c'était quand il y a un suffrage censitaire, c'est bien sûr l'argent, bon, la propriété, c'était la propriété, et quand il y a, sinon, c'est un suffrage qu'on appelle capacitaire. Capacitaire, c'est bien sûr en fonction de ce qu'on a des connaissances, des diplômes, bien, de l'intelligence présupposée, etc. Bon, les historiens savent qu'il y a eu même chez les Républicains tout un débat vers 1875, et beaucoup étaient assez réticents vis-à-vis du suffrage universel, parce qu'il est dangereux. N'oubliez pas qu'il y a quand même eu de mauvaises expériences. Après tout, les premières élections présidentielles au suffrage universel masculin. On est bien sûr, qui a été élu, c'est Louis-Napoléon Bonaparte et Louis-Napoléon III, et qui a aboli donc la République. Vous voyez bien que le suffrage universel n'est pas quelque chose qui est si évident que ça. Bien, mais il est considéré comme, je disais qu'en État, c'est un droit inhérent à la personne, et non pas effectivement une fonction. Parce qu'une fonction, si jamais c'était uniquement la fortune, c'est une fonction. Seuls ceux qui ont une propriété peuvent voter, pas les autres, etc. Bon, alors maintenant, je viens de montrer qu'il y a donc une véritable déduction d'une politique, c'est-à-dire ici une république qui doit être démocratique. D'ailleurs, les deux sont synonymes pour effectivement Barnier. Une république est nécessairement démocratique, une démocratie est républicaine. C'est vrai que depuis, eh bien, son nom évidemment, bon, on oppose tendance opposée une république et une démocratie, bien, bon, dire que dans le fond, la France serait républicaine, les autres pays seraient démocratiques et la démocratie peut-être ce qui va ruiner effectivement la loi, etc. Bien, c'est ce qu'on entend parfois, et qui a été théorisé par Régis Debray, excusez-moi, Régis Debray qui a écrit ce texte, une nouvelle œuvre suite, vous savez, en 89 à l'histoire du foulard à Creil, il a écrit effectivement « Êtes-vous démocrate ou républicain ou démocrate ?» Il a opposé les deux, bien, et dans le fond pour lui, la République c'est le règne de la loi, bien, tandis que la démocratie c'est la société contre l'État. Voilà ce qu'il dit, je crois me rappeler pratiquement les termes. Alors, faut-il cependant confondre, eh bien, morale et démocratie? Bardi d'abord, évidemment, cette question. Morale et politique, pardon. La réponse est bien sûr, je dis bien sûr, pas évident, mais elle est négative. Surtout pas. Surtout pas. Pourquoi? Parce que dans le fond, la politique ne peut juger que des actes extérieurs. On juge ce qui est comme le droit. On juge effectivement des actions qui ont été faites. La morale a affaire à des attentions. Elle va dans les consciences. Une confusion, bien, mène à ce que Barnier appelle une tyrannie inquisitoriale où effectivement on sonde des intentions. Vous voyez bien, après tout, je suis des exemples assez faciles à trouver. Hein. Vous allez en Iran, bon, vous voyez bien, vous voyez que là, vous avez un régime théocratique, par définition, un régime théocratique, on confond morale et politique, et puis alors là, eh bien, il faut bien sûr respecter absolument certains principes qu'on considère comme étant moraux. Si on porte mal son foulard, c'est pas bien. Vous savez ce qui peut nous arriver. Bon. Alors, mais j'ai un autre exemple à trouver, que je peux trouver, parce qu'après tout, il ne faut pas aller très loin. Il ne faut pas toujours aller très loin. La loi Veil, dans le fond, 1975. Bon, rappelez qu'elle a quand même été votée, pas facilement. Bon. Dans le fond, on l'a accusée la Veil de pire chose, elle a été menacée de mort, etc. Bien. Or, si vous regardez bien cette loi, jamais, Madame Veil, si elle dit le contraire, elle dit que l'avortement c'est bien, elle dit ni c'est bien ni c'est mal. Elle donne seulement un droit, et elle laisse bien sûr à la conscience
de chacun de décider, en fonction de ses convictions, bien sûr, qui peuvent être religieuses, qui peuvent être, n'est-ce pas, de décider. Vous voyez bien qu'ici, la loi, bon, n'entre pas dans l'intimité des consciences. Elle donne une liberté. D'ailleurs, récemment, il a été question, suite à ce qui s'est passé aux États-Unis, vous le savez bien, que les évangéliques, vous avez réussi à beaucoup d'États à abolir la loi qui autorisait l'interruption de grossesse. Vous voyez bien qu'ici, il y a un jugement, la morale est confondue avec le politique. Bien, donc, il y a là, vous voyez bien, le représentant des généraliques américains. Alors, je crois que vous avez compris, n'est-ce pas, le principe, l'idée. Alors, pour Barney, bien entendu, on ne peut pas séparer morale et politique, mais on ne peut pas les confondre. Il ne faut surtout pas, n'est-ce pas, les confondre. Bon, je pourrais dire qu'il y a, parfois même chez nous, quelques dérives. Hein, l'idée de laïcité, certains s'inquiètent un peu et se demandent si on n'est pas en train de faire ce qu'on appelle, j'aurais dû le dire, Barney condamne ce qu'il appelle une religion civique. Une religion civique, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que l'État eh bien, impose certainement des valeurs. Vous voyez bien, la laïcité comme valeur, ça peut se discuter. Hein. Bon, valeurs, est-ce que des principes ou des valeurs? Bon, c'est quand même, il y a une nuance. On va dire c'est une nuance, mais pas du tout. Une valeur, c'est quelque chose qu'on affirme contre. Tandis qu'un principe, c'est quelque chose de rationnel. Bon, certains pensent qu'après tout, n'est-ce pas, certaines tendance, bien une certaine interprétation de la laïcité peut aller dans le sens d'une religion civique. Ça peut se discuter, hein. Je dis tout de suite, j'ai bien dit tout à l'heure que c'était dans le but d'une discussion, bien sans polémique, hein. Pas de polémique, simplement de lancer des, comment dirais-je, des thèmes de discussion. À partir de là, on peut parler de sa fameuse idée républicaine, puisque je vous ai dit que Barney était quand même l'idée républicaine. Alors vous avez vu que la République est donc déduite, n'est-ce pas, par République démocratique, hein, les deux sont liés, est déduite de la morale. Et elle est une idée. Alors une idée, je l'ai déjà dit en passant, hein, bien, ce n'est pas du tout une utopie, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un caprice de l'idée humaine, ce n'est pas l'idée au sens banal. D'ailleurs voilà ce que dit Barney, une idée ne saurait être chimérique, car c'est la raison et l'humanité elle-même qui nous la dictent. Bien. Alors, bien entendu, l'idée n'a pas d'existence empirique, n'est pas donnée de l'expérience, elle est de l'ordre du pensée. Et c'est justement c'est le décalage qu'il y a entre l'idée et la réalité empirique, eh bien, c'est ce lieu où peut se loger l'action politique. Et l'idée a une action, une valeur régulatrice, langage de Kant, enfin, vous voyez bien, langage de Kant. Bon, alors, une idée. Voilà, cette idée, effectivement, puisque je viens de dire qu'elle a une véritable réalité objective. Si elle a une réalité objective, on doit pouvoir, en tout cas, la voir, parce que par définition, elle ne se voit pas, hein, elle ne peut que se penser. Bien, on ne peut pas la voir, on ne peut que la penser, mais on doit pouvoir, dans le fond, voir une certaine effectivité. Or, effectivement, Barney, effectivement, la voit. Il la voit d'abord dans comment elle prend progressivement conscience d'elle-même dans un mouvement intellectuel. C'est pourquoi il écrit, à vrai dire, deux ouvrages, 2 leçons qu'il a rassemblées, eh bien, de cours, donc, qui s'appellent « Histoire des idées morales et politiques au XVIIIe siècle », où il étudie pratiquement tous les auteurs, les grands auteurs, et même les petits du XVIIIe siècle, où il perçoit comment cette idée s'impose de plus en plus. Vous devinez peut-être assez vite que le philosophe qui l'intéresse le plus, c'est Rousseau. Bien sûr, Rousseau qui va analyser, critiquer Rousseau, analyser, et il voit comment cette idée progressivement fait jour dans la conscience humaine. Mais si cette idée, comme je dis, a une objectivité, une efficacité, on doit pouvoir aussi la voir dans la réalité historique. Or, effectivement, on la voit. Regardons, dit-il, l'histoire. L'histoire, bien sûr, l'histoire, disons surtout l'histoire, il faut dire, européenne. Eh bien, dit-il, on constate qu'on est passé d'une société de statut, vous savez bien,
où nous avons des liens de dépendance personnelle, nous dépendons, l'esclave dépend personnellement, n'est-ce pas, de son maître, le serf dépend personnellement du seigneur. Dans les corporations, vous savez bien qu'il a fallu abolir, la Révolution française abolir les corporations, eh bien, les corporations, on dépend, n'est-ce pas, de la corporation. On ne peut pas exercer le métier comme on le désire, comme on le souhaite, etc. Il y a donc une société de statut où chacun a un statut. Or, nous sommes passés d'une telle société à une société d'individus, où vous savez, comme il n'y a plus de statut, les individus sont liés par quoi? Et par des contrats. L'exemple type, c'est le contrat de travail, n'est-ce pas? Alexis Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, montre bien la différence. Il prend l'exemple du valet de Molière qui dépend totalement, effectivement, de son maître. Il s'identifie à son maître, mais parfois il anticipe ses désirs, etc. Vous voyez bien. Avec le domestique moderne, qui lui est sous contrat, ça veut dire qu'il ne peut venir qu'à, bien sûr, c'est bien spécifié, qu'il va travailler de telle heure à telle heure, qu'il aura telle heure, etc., etc. Vous voyez la différence? Une société contractualisée. D'ailleurs, le contrat devient central, le contrat social, le contrat politique, ce sont des idées qui s'imposent. Alors, nous avons ici ces deux mouvements, mouvement intellectuel, mouvement historique. Ces deux mouvements se rejoignent. Un mouvement qui est tout à fait exceptionnel, qui est vécu comme un événement, comme un coup de tonnerre, avec des éclairs, c'est la lumière, le bruit, c'est la Révolution française. La Révolution française est vue comme la rencontre de ces deux mouvements, c'est pourquoi elle apparaîtra toujours comme cet événement quasi fondateur pour les républicains. Un événement qu'il faut effectivement reprendre, bien entendu, qu'il faut achever. Et là, il y a même tout le débat, vous savez, va se créer ce qu'on peut appeler un roman national, va se créer, n'est-ce pas, eh bien, tout un narratif sur la Révolution, bon, avec bien sûr comment comprendre cette Révolution, vous voyez bien, c'est-à-dire, faut-il séparer 89, les droits de l'homme, de 93 ou non, République sociale, République, vous savez bien, les débats, Jaurès. Bon, Clemenceau dit qu'il faut prendre la Révolution comme un bloc. Bon, vous avez, eh bien, tout ce débat. Pour Jules Barny, c'est assez clair, pour Jules Barny, eh bien, la Révolution française, à la fois, il faut bien sûr la reprendre, l'achever, mais elle ne doit pas être, n'est-ce pas, elle met aussi fin au mouvement de la Révolution. D'ailleurs, j'espère ne pas me tromper, voilà ce qu'il dit dans une conférence qu'il a prononcée chez nous, à Amiens. Conférence donc au moment où il était candidat. Voilà, conférence qu'il a prononcée à Amiens, à Ville, Montdidier, Doullens et Péronne, en 1871. Il déclare « Les républicains rompent définitivement avec avec les grandes traditions de la Révolution, où ils doivent placer leur appui, mais avec ce passé révolutionnaire qui n'est lui-même qu'un triste legs du monarchisme. » Et il fustige un peu plus loin les révolutionnaires reculons avant de conclure que la République n'a pas de plus dangereux ennemi que ses soi-disant amis de la République. Vous voyez que pour lui, la République, certes, doit être progressiste, mais elle est aussi conservatrice. Elle est bien sûr conservatrice. Bon, elle doit mettre fin au mouvement révolutionnaire. Bah, vous devinez que, après, je ne vais pas parler quand même de quelqu'un célèbre, Lénine, bon, qui a écrit quand même L'État et la Révolution, où il dit exactement bien sûr le contraire, bien. Bon, il oppose une révolution qui n'est que bourgeoise à une révolution qui va devenir sociale. Mais l'État et la Révolution, c'est écrit entre février 1917 et octobre 1917, exactement, alors qu'il s'est réfugié, ça peut se cacher un peu, là, vous voyez bien, vous savez ce qui s'est passé, bien, en octobre 1917. Alors, voilà, là on en est. Alors maintenant, on va arriver à un point peut-être plus important, c'est que ce régime, tel qu'il est décrit par Barny, mais c'est aussi le nôtre, hein, c'est le nôtre, faites attention, mais c'est un régime qui est problématique, très problématique. Bon, parce que dans le fond, c'est un régime, regardez bien, la démocratie, la République démocratique, mais qui n'a pas de fondement hors de lui-même. Bon, pas fondement hors de lui-même, ni un fondement naturel, un cosmos, etc., ni un fondement traditionnel, les Anglais ont un fondement traditionnel, ni un fondement traditionnel, ni un fondement religieux, surtout pas, loi divine,
n'a pas de fondement. Et d'où le problème, quand je dis n'a pas de fondement, c'est la fameuse question de l'autorité. Parce que l'autorité, c'est ce qui légitime. Le fondement, c'est ce qui permet de légitimer. Dans une monarchie de droit divin, ce qui légitime le pouvoir, pas confondre pouvoir et autorité. Hein. L'autorité, c'est ce qui autorise. C'est précisément ceux qui autorisent, vous voyez bien. Or, ce régime n'a pas de fondement. Il n'a pas de fondement, il ne repose que sur quoi? Il repose que sur le suffrage universel, sur des gens qui vont décider, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire, mais il n'a pas de fondement. D'ailleurs, qui ne s'y est pas trompé, c'est notre président Macron, il est célèbre pour avoir, en 2017, moi je pas vieilli quand même, en 2017, n'est-ce pas, pour avoir dit que, dans le fond, les Français ont, vous connaissez sans doute la citation, hein, les Français ont tué le roi, et depuis, ils ont la nostalgie du vide qu'ils ont créé, et il a un désir d'autorité, et ajoute-t-il, la Ve République, en faisant un régime présidentiel, a permis, et il faut incarner cette autorité. Vous connaissez bien, je crois, là, bien sûr, mais en même temps, il soulève quelque chose de vrai. Vous voyez bien, je ne dis pas ça, c'est rien de critique, hein. Je montre aux autres que c'est significatif, c'est ce que je voulais dire. Alors, cette c'est ce qu'on appelle une auto-institutionnalisation qui est celle de la République démocratique. Il y a des penseurs comme Claude Lefort, qui ont insisté sur cette absence de fondement du système du régime démocratique. Alors, cette auto-institutionnalisation est d'autant plus fragile, mais qu'elle repose sur quoi? Elle repose sur des décisions subjectives. En premier, le vote, chacun doit... L'autonomie de la volonté, chacun doit décider en son fort intérieur, etc. Vous voyez bien qu'ici, comment faire reposer un ordre stable sur des décisions qui ne sont que subjectives, individuelles. Or, il faut bien créer un ordre. Voilà, effectivement, un problème qui se pose. Ou pour le dire autrement, comment créer une interdépendance avec des indépendances? Comment créer un ordre? Bernie va essayer, bien sûr, c'est le problème qu'il rencontre. Vous allez voir pourquoi la morale dans la démocratie. Bien. Alors, cette situation est même aggravée si on considère que ça repose sur des subjectivités, mais qui sont libres. Alors, par définition, libre, ça peut aller vers le bien, dans le bien commun, mais ça peut aller aussi vers le mal. On peut préférer, n'est-ce pas, suivre des intérêts, bon, soit personnels, soit de groupe, etc. Vous voyez bien. Alors, ce que Barnier appelle la licence. Ce qu'il appelle la licence, vous voyez bien. Alors, contre cela, pour éviter cette démocratie, cette fragilité, on ne peut pas faire appel, nous avons vu, je l'ai dit, à une religion civile. Bien que, vous voyez bien, nous soyons un peu tentés. En ce moment, nous sommes dans une période d'individualisme, etc. Quand je parlais tout à l'heure de la laïcité, qu'on parle des valeurs de la République, c'est peut-être un appel à une religion civile pour essayer, n'est-ce pas, de refaire, comme on dit, société, etc. Bon, alors, la réponse de Barnier, c'est bien sûr le livre, c'est le livre le plus célèbre, c'est dans La morale dans la démocratie. La morale, il affronte cette question. La morale dans la démocratie. Alors, faute d'un fondement hors d'elle-même, capable donc d'assurer l'autorité, vous avez compris ce qu'était l'autorité, bien, pas le pouvoir, c'est l'autorité, ce qui autorise à prendre une décision. Eh bien, la démocratie a besoin d'un ciment qui sera non plus extérieur, mais endogène. Et c'est ce qu'il appelle une morale. La morale de la démocratie. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Vous allez voir, c'est plus complexe qu'on ne pense. Alors, la morale ici a un sens nouveau. Elle a le sens non plus, vous voyez bien, d'un ensemble de valeurs qu'on se donne, ou bien ce qu'on appelle un mode de vie, n'est-ce pas, telle ou telle morale, ni le sens kantien, n'est-ce pas, de la règle que je dois me donner pour vivre en accord avec moi-même, mais ici, eh bien, renvoie au sens concret de morale, mores, c'est Cicéron qui traduit l'éthique, bien, il traduit ethos, mot grec, qui veut dire les mœurs au sens concret, bien les mœurs, il traduit par mores, bien, moralisme, mores, bon, et c'est dans ce sens-là, c'est effectivement ici donc les mœurs, il faut des mœurs dans le sens concret.
des mœurs créées. Alors, le problème, c'est que si la République démocratique a besoin de mœurs, qui va créer les mœurs? C'est une République démocratique. Nous sommes pratiquement près d'un cercle vicieux. Vous voyez bien, nous sommes ici dans la poule et l'œuf. Hein. On se retrouve devant la poule et l'œuf et il faut en sortir. Alors, eh bien, la morale dans la démocratie va apporter, vous savez, une réponse. Et c'est ça l'originalité. Je crois que, par exemple, quelqu'un comme Claude Nicollet ne l'aperçoit pas, bien l'originalité de Jules Barny. Eh bien, la morale dans la démocratie, donc, ça fait un cours, encore une fois, avec des leçons qui se suivent. La morale démocratie va partir de l'individu, on parle toujours d'individu, mais c'est de la morale. Le premier devoir, c'est bien entendu le devoir envers soi-même. Se respecter soi-même. Alors, c'est vrai. Se respecter soi-même. Bon. Et puis, de cercle en cercle, de plus en plus englobant, on va passer à la famille, à l'économie, il appelle ça l'atelier, il y a un aspect un petit peu daté, à l'atelier, puis à l'État, et enfin aux relations internationales. Vous voyez qu'ici, vous avez cela. Alors, ça peut être lu, bien sûr, d'un point de vue structurel, descriptif, tout. Il suffit évidemment, si on regarde la France, l'individu, etc. Mais il faut le voir aussi d'un point de vue quasi historique, puisque c'est du passé vers l'avenir. L'avenir ici qui s'ouvre, c'est les relations internationales. N'oubliez pas le mouvement de la paix formé, proposé par Jules Barny. Alors, on passe donc, vous allez dire, de la morale privée à la morale publique. Morale privée, morale publique. Alors, il commence effectivement par la morale privée, je vais très vite, bon, parce qu'il dit qu'on commence, je répète, hein, il faut d'abord se respecter soi-même, c'est la première chose. C'est vrai, bon, le premier devoir, c'est envers soi-même. Bon, eh bien, commence par ça, il dit bien entendu que s'il commence par cela, dit-il, c'est parce qu'il présuppose déjà qu'il y a une famille, parce qu'il peut y avoir d'individus sans famille, bien entendu, qui est premier, la famille, mais premier devoir envers soi-même, c'est d'abord pour lui la tempérance. Vous voyez, ne pas se laisser emporter par effectivement ses penchants, etc. N'oubliez pas que l'homme est double, hein. Enfin double. Il a deux parts en lui qui font un seul, la liberté. Hein. Eh bien, pour choisir de suivre nos penchants, nous pouvons choisir de suivre la règle qui est celle de l'universalisation. Eh bien, et bien comme le dit, je l'ai entendu récemment, eh bien, Camus, en parlant de son père, rappelle qu'il n'a pas connu. Que son père a dit, être un homme, c'est sans péché. Voilà, pour tout est dit, être un homme, c'est sans péché. Vous voyez bien. Donc, citation de Camus. Alors, c'est aussi, bien sûr, le courage. Le courage, c'est être capable, vous devinez, n'est-ce pas, de résister aux honneurs, ou comme lui l'a fait, n'est-ce pas, bien, de refuser de prêter serment, c'est-à-dire de trahir sa propre conscience à, effectivement, l'empereur. Le courage. Alors, mais pour l'instant, nous restons toujours au niveau de l'individu. Comme nous sommes partis de l'idée qu'il faut quand même faire société, il faut quitter l'individu. Bon, alors, pour ce faire, là, je fais du super Barny, enfin, je ne sais pas comment dire, de l'infra-Barny ou du super Barny. J'essaie de montrer ce qu'il y a en dessous, parce qu'il ne le dit pas, ça. Mais dans le fond, si nous partons de l'idée de développer que l'homme est double, double, attention, il n'y a pas deux parts séparées en lui. Hein. Bien, il est double. Bon, intimement double. Bien. Il y a donc une part naturelle et une part qui est raisonnable. Quand on dit l'homme est raisonnable, il n'est pas raison ni nature, il est raisonnable, capable de raison. Si nous sommes capables de raison, c'est que nous sommes aussi nature. Si l'homme est nature, eh bien entendu, son côté naturel doit effectivement aussi avoir, je ne vais pas dire ici une destination, mais un destin. Nous sommes des êtres naturels. Or, de ce point de vue-là, l'être humain, comme tout animal, comme tout être naturel, obéit à la même loi. Et vous connaissez cette loi. La loi, c'est se reproduire. Oui, c'est se reproduire. Une amibe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se reproduit dans les deux sens du terme. D'une part, elle doit manger, donc elle gobe là autre chose. D'autre part, elle doit se reproduire, elle, c'est par sissiparité. Bon, nous aussi, la différence, c'est que la reproduction est sexuée, vous le savez, je crois. Bon, elle est sexuée, donc vous voyez très bien, il faut se reproduire dans les deux sens du terme,
se reproduire en tant d'espèce, la famille, vous voyez bien la famille, et là, ce sont des liens qui préexistent, vous voyez bien le naturel, la famille, vous voyez bien. Là, déjà, nous coquitons l'individu, et se reproduire, bien sûr, aussi, l'homme doit travailler. Tout simplement parce qu'à la différence de l'animalité, eh bien, l'homme ne trouve pas immédiatement ce dont il a besoin, il va transformer la nature, et du coup, il faut travailler, du coup, il faut se spécialiser, il faut échanger, nous avons l'ordre économique. Nous passons dans l'ordre économique. Vous voyez, deux ordres, voilà. Eh bien, justement, Barney va analyser ces ordres. Et là, nous quittons l'individu ici. Il y a déjà, en quelque sorte, une nécessité naturelle qui nous met en relation avec les autres, mais que nous pouvons moraliser. Il part d'abord de la famille. Alors, la famille, vous allez entendre des choses un peu surprenantes. Tout mesdames. Alors, la famille, pour ça, il répète Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, c'est la citation qu'on trouve dans le contrat social, c'est la première et la plus naturelle des sociétés. Là, rien de nouveau. Alors, il est un fervent défenseur de la famille, bon, qu'il considère eh bien, comme un lien naturel, qui est fondé d'ailleurs, comme il dit, sur l'attrait des sexes l'un pour l'autre, bon, c'est l'attrait sexuel, bon, il est très pudique, hein. Eh bien, c'est un lien naturel, mais qui d'ailleurs est aussi plus que naturel. Il est plus que naturel. Effectivement, la famille doit moraliser l'individu. Reprenons tout ce que nous avons dit. Ce qui fait que nous nous joignons avec un conjoint, bien, c'est bien entendu une certaine pulsion sexuelle. Sinon, parce que nous étions asexués, bon, c'est tout. Tranquille. Bien, mais, vous voyez bien, pas ce qui nous attire. Mais, qu'est-ce qui se passe dans une relation? C'est que, si on en reste là, on considère le conjoint comme un simple moyen pour satisfaire une pulsion sexuelle, mais dans l'amour, évidemment, il y a une transformation, c'est qu'on considère autrui aussi comme une femme. Et là, vous avez une transfiguration, une moralisation. C'est pourquoi il voit dans la famille, vous voyez bien, il en fait même, eh bien, comme il le dit, non seulement ça, mais un facteur de culture, hein, de culture. Et il défend, là, il se fait le chante même du mariage d'amour, vous voyez bien, parce qu'évidemment, il s'oppose au mariage de convention, bien parce que le mariage de convention, c'est fondé sur un contrat qui est, disons, fondé sur la contingence des intérêts, et donc qui ne peut pas, effectivement, eh bien, avoir de véritable valeur. Donc, il se fait le chant du mariage d'amour, il parle de la sympathie des âmes, vous voyez bien, c'est beau. Bon, et pour lui, le mariage est une institution sacrée. N'oubliez pas qu'il est libre penseur. Hein. Bon, institution sacrée retrouve tout un langage, effectivement, là, assez religieux. Mais, on va déchanter un peu, derrière cette, je ne sais pas, peut-être que certains trouveront qu'il a raison, derrière cette vision, je dis que c'est pour discuter, derrière cette vision idyllique, se cache effectivement une partie que je peux considérer comme étant un peu plus sombre. Il faut que j'aille vite. C'est qu'effectivement, comme un couple forme une totalité, donc il doit y avoir une harmonie, et vous savez ce que ça implique, s'il y a une harmonie, c'est qu'il y a une différence. Et même c'est la différence qui permet l'harmonie. Or, Jules Barny, clairement, n'est-ce pas, eh bien, refuse l'égalité entre l'homme et la femme. Enfin, si, il dit qu'il y a une égalité, mais dans la différence. Il faut surtout que chacun ait son rôle. La femme a donc je vais vite, la femme a donc l'univers qui est domestique, n'est-ce pas, c'est l'univers domestique. Il parle, n'est-ce pas, de la poésie, ils sont prêts, la poésie du ménage, c'est l'expression qu'elle emploie, la poésie du ménage dans l'espace privé. Eh bien, et la femme est d'ailleurs, mais là on retrouve des choses typiques, hein, typiques. Mais faites attention, hein, ce n'est pas, je dis Jules Barny, ce n'est pas des idées de Jules Barny. Tous les républicains ont partagé ça. Pourquoi en France a-t-il fallu attendre si longtemps pour avoir, n'est-ce pas, l'égalité des droits civiques? Pourquoi? Nous sommes un des derniers pays européens. L'Angleterre, c'est 1918. Bon, nous, c'est 1944. Quelle a été cette résistance, n'est-ce pas? Bien, donc, ce n'est pas, donc, ne voyez pas l'idiosyncrasie là-dedans. Il y a bien quelque chose de révélateur. Bien,
Alors, il voit même dans la femme la part la plus fragile. C'est toujours comme ça, d'ailleurs, encore maintenant, c'est les femmes. Le voile, c'est toujours les femmes qui sont les parties qui sont, vous voyez, visées. Pas la plus fragile, dans les milieux mondains, bien sûr, c'est la qui est critique, c'est, n'est-ce pas, c'est bien sûr l'un des femmes qui effectivement veulent plaire, etc. Elles deviennent publiques. Et vous voyez que le jeu de mots, je peux aller très vite. Hein. D'ailleurs, il loue Rousseau, quand il en parle, d'avoir fait de la pudeur, la vertu féminine. Une femme qui est trop publique, vous savez bien ce que ça peut devenir. Femme du monde, bien. Eh bien, de même dans les milieux populaires, là c'est différent. Le grand risque, c'est que les femmes doivent aller travailler. Or, si elles vont travailler, elles quittent le milieu domestique, et elles sont à la merci des appétits, n'est-ce pas, des bourgeois, des contremaîtres, etc. Et donc, il faut absolument protéger, effectivement, la femme. Alors, et, par voie de conséquence, il refuse absolument à la femme l'égalité donc civique, le droit de vote. Pourquoi? Bon, je vais vous donner raison, il dit, d'une part, que si on accordait ça, de deux choses l'une, ou il y aurait une chambre, je ne parle pas des chambres, je parle de la chambre des députés, il y aurait une chambre commune, bien, et puis dans ce cas-là, ce serait la cacophonie. Pourquoi? Il ne dit pas pourquoi. On devine que parce que la femme, c'est l'émotion, l'homme, c'est la raison, n'est-ce pas? Donc ça n'irait pas. Eh bien, deuxièmement, dit-il, ou alors, il y aurait des chambres séparées. Mais dans ce cas-là, on met en question ce qu'on appelle l'indivisibilité de la République. Donc, non, vous voyez bien, non, on ne peut pas, c'est pas acceptable. Encore une fois, ce n'est pas des idées qui sont propres à Barny, hein. Ne croyez surtout pas. Tous les républicains le disent. Alors, comment peut-on, n'est-ce pas, vous voyez bien qu'ici, la femme, on a dit que nous sommes dans une société d'individus, mais dans le fond, dans cette vision-là, la femme conserve un statut, dans le fond. Elle est épouse, elle est mère avant d'être femme. C'est clair, hein, vous voyez. Bon, elle conserve donc un statut. Vous voyez bien qu'il y a là une petite contradiction, il y a une résistance. Alors, maintenant, comment juger effectivement cette vision de Barny? Comment peut-on juger ça? Ça nous paraît, oui, je vais très vite. Ça nous paraît effectivement, je vais donner simplement rétrograde. Alors, tout de suite, on pourrait dire, bah oui, mais il ne fait que partager des idées de son temps. Bon, je rappelle que j'écris un texte là-dessus, enfin, sur la conférence. Je rappelle, n'est-ce pas, que même de son temps, il y avait quand même des féministes, il y avait quand même des textes qu'il connaissait. Stuart Mill, c'est pour avoir écrit un livre sur les femmes, donc il demande l'égalité. Il y a déjà, d'ailleurs, Condorcet qui a écrit un texte très célèbre, qui sert encore de référence, d'ailleurs, où il détruit tous les préjugés. Donc, ça ne suffit pas. Il y a donc autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, effectivement? Eh bien, là, j'ai trouvé l'élément de réponse dans Pierre-Roger Vallon. Pierre-Roger Vallon, un ouvrage qui, effectivement, se pose ces mêmes questions. Pas au sujet de Barny, il pose de manière générale. Pourquoi la France a-t-elle été aussi rétive, n'est-ce pas, pour accorder l'égalité civique? Eh bien, dans le fond, dit-il, c'est parce que nous reposons sur une conception qu'il appelle bien une conception politique, c'est pas le terme qu'il emploie, mais ça revient, c'est le sens est le même, de la généralité, théorie de la généralité. C'est dans le fond, nous concevons que le citoyen, nous sommes tous égaux comme citoyens, un vote, un homme, une voix. Vous savez bien, on fait compter, n'est-ce pas? Voter, à condition d'être dépouillé totalement de tout ce qui nous différencie. C'est-à-dire, effectivement, ce qui nous différencie, c'est la couleur de la peau, c'est bien entendu, c'est la religion, c'est la richesse, etc. On ne tient pas compte de cela. Mais il y a une chose qui résiste absolument, c'est quoi? C'est effectivement le fait que la différence sexuelle, c'est quelque chose qui résiste, qui était difficile de faire abstraction. Et voilà pourquoi cette conception, vous voyez bien, du citoyen abstrait a eu pour conséquence, eh bien, cette exclusion de la femme. C'est pourquoi, effectivement, vous posez la question récemment, tu as entendu dire que la Révolution française a été responsable, sans doute, d'une vision non féministe
bien, de la société. Je crois que là, on a, en tout cas, et puis ça vient de la Révolution française, hein, on a un élément de réponse. Alors, je suis obligé d'aller vite, je passe maintenant à la morale. Il me reste un quart d'heure, c'est ça? Oui, non, mais il faut sortir à moins 10 d'ici. Hein. Bon, écoutez, là, je regrette. Alors, je passe à la morale, je vois 10 minutes. La morale, évidemment, reste l'atelier. Dans l'atelier, c'est-à-dire dans l'économie. Alors, dans l'économie, bon, bien entendu, Jules Barnis, c'est très bien. D'abord, il loue. Il est libéral. Hein. Il est libéral, donc il loue effectivement la libération du travail, etc., la fin des corporations. Eh bien, il loue cela. Mais il sait aussi, n'est-ce pas, qu'il y a, c'est le problème du XIXe siècle, encore maintenant, qu'on appelle le paupérisme. Bon, Napoléon III a écrit l'extinction du paupérisme, il le sait. Or, il faut aborder, il appelle ça la question sociale, comment l'aborder? Question sociale. Il y aurait deux solutions. La première, c'est bien sûr qu'il refuse, deux solutions qu'il refuse. La première, c'est effectivement une intervention d'État. Ça, il ne peut pas accepter en tant que libéral, puisque ça irait contre la liberté individuelle. En plus, il serait contre-productif. Eh bien, et donc je n'entre pas dans le détail, je n'ai pas le temps. Hein. Eh bien, ensuite, la deuxième solution, c'est effectivement l'économique. En gros, le libéralisme économique. Bon, il les récuse, il dit, n'est-ce pas, que de toute façon, la concurrence fait que l'employeur, du fait de la concurrence, est contraint de faire des économies sur les coûts. Et donc, bien entendu, le premier coût à l'économie, c'est le salaire. Et aussi, le chômage, ça crée effectivement donc une baisse des salaires. Donc, ce n'est pas la solution. La solution qu'il préconise, d'abord, paraît tout à fait étrange. La solution qu'il préconise, c'est ici une solution morale. Une solution morale, ça ne va encore rien dire, pour donner des citations, bien, mais il va quand même donner un aspect concret à cela. C'est ce qu'il appelle l'associationnisme. C'est ça l'originalité de Barnis. L'associationnisme. Il préconise, n'est-ce pas, que les travailleurs, n'est-ce pas, s'associent, forment associations qu'il appelle soit de coopératives, des associations de production, des associations aussi des banques de crédit. Vous voyez bien. D'ailleurs, assez curieux, j'aurais une étude à faire, hein, parce qu'il déteste Proudhon, mais étonnamment, on retrouve des thèses qui sont celles de Proudhon. Eh bien, il le déteste, hein, il pique pendre de Proudhon. Bon, alors, vous voyez bien, l'associationnisme, et l'associationnisme, dans le fond, vous voyez bien, maintient la liberté individuelle, tout en permettant effectivement cet échange, ce lien. Vous voyez bien qu'ici, nous avons l'idée que l'associationnisme repose sur des relations qui sont de nécessité, mais qui, par l'association, ce moralisme, deviennent effectivement, eh bien, en quelque sorte, moral au sens où il donne le terme, où l'individu n'est pas un moyen pour autrui, mais reste effectivement une fin. Reste une fin. Alors, à partir de là, oui, ça, je vous l'ai montré aussi, que j'ai abordé le problème, vous savez, de l'universalisme abstrait. Bon, je parlais tout à l'heure. Alors, curieusement, on peut trouver aussi une solution. Bien sûr, il rejette les femmes, mais on peut trouver une solution, parce que par l'association, dans le fond, chacun ne pas reste ce qu'il est dans une association. Et en même temps, n'est-ce pas, il s'universalise. D'où nous passons, et là je suis obligé d'aller très vite, nous passons effectivement aux politiques. Or, pour lui, l'État, attention, se trouve dans le prolongement de la société civile. L'État est dans le prolongement. Il dit bien, l'État n'est pas transcendant, voyez bien, un rôle sécuritaire, ou n'est-ce pas, un État qui aurait, vous savez, les théories réalistes de l'État, où l'État a sa propre réalité, par exemple, c'est lui qui va décider des lois, c'est lui qui décide de la guerre, c'est une conception, vous savez, qu'on appelle essentialiste de l'État. Non, il refuse ça. L'État, il le dit, n'a qu'une relation immanente avec la société. Immanente. Il est dans le prolongement de la citoyenneté. Et même, il est dans le fond, il emploie l'expression, lui-même, une grande association. Et vous voyez bien que nous retrouvons une république au sens république démocratique. Et quand il écrit le manuel républicain, comme deux mots, ce manuel est fait, vous voyez bien, pour divulguer, il va donner quelles sont les institutions qui doivent être celles de la République. Donc, institutions créent des mœurs républicaines,
Première institution, le suffrage universel. Mais bien sûr, il précise, le suffrage peut aussi être dévoyé. En gros, une république peut être non démocratique. Vous voyez bien, un exemple, une république démocratique où l'État considère que c'est lui qui donne les lois sans avoir besoin du consentement, aucune illusion. Vous avez effectivement aussi des démocraties qui ne sont pas républicaines, bon, qui s'appuient, qu'on appelle le populisme. On pourra donner ça au populisme. Le côté, ce sont des sociétés illibérales, de l'autre des sociétés, vous voyez bien, j'aurais voulu pouvoir préciser tous ces termes. Je m'excuse, Société. Pardon? Je m'excuse, mais il faut vraiment conclure. Parce que La conclusion, c'est que... j'arrive à tout fermer, à Bon, éteindre. écoutez, désolé. J'espère tout d'abord de l'avoir ennuyé. La conclusion, je crois que vous avez pu comprendre que nous avons là une pensée assez originale. Eh bien, on peut encore apprendre des choses. Ce que je vais vous terminer, c'est que, bien sûr, les républicains n'ont pas suivi, finalement. Encore, on pourrait voir, il y a tout un mouvement qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire, qui a été, attention, on ne sait pas, les bourses de travail, etc., les coopératives. Fin du 19e, il y a tout un mouvement très riche là-dessus, très riche, très important même. Bien, mais les républicains n'ont pas suivi. Les républicains, après la guerre 14-18, ont suivi, comme nous tous d'ailleurs, ce qu'on appelle l'État social. Et vous voyez, c'est l'État qui prend en charge, et non plus ici, vous voyez bien, cela. Or, constatons une chose, nous savons tous, l'État social est un peu en crise. Parce que pourquoi? Parce que l'État social suppose, n'est-ce pas, l'État-nation. L'État-nation qui a une maîtrise, effectivement, qui a une maîtrise de l'économie et qui peut donc aider à la répartition, vous voyez bien. Or, est-ce qu'il n'y a pas maintenant une autre voie qui serait de revenir à un système associatif? Il y a quand même des tentatives qu'on appelle maintenant d'utopie concrète, etc. Et nous sommes, je voulais vous dire tout simplement, j'ai parlé tout à l'heure d'un imaginaire politique. Je crois que nous sommes en train peut-être d'ouvrir un nouvel imaginaire politique avec toutes les voies possibles, et peut-être que Jules Barny pourrait nous donner quelques idées, même si les aspects très rétrogrades. Voilà.